وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق. انا نقول لك 1-2-0. انا نقول لك صح اخرج ماتش تكتيك بزاف مغلوق اللعب مغلوق وي لي دوز ايكيب زيرو وهذا الفينال انا راني عيان لازم ندخل عييت يعني ريح مازال حال روح بلاقلك عيان خويا غير الخير خويا اسمح لي والله راني عيان ما نشبح راك عيان يا خويا راه تردك شغل حتى اليوم صح ماشي هلقى سلام صح راسك خويا خويا على خير وسط العائلة في العمل أينما كنتم، مجمع بلاط كان ولا يزال حاضرا معكم. أنتم من رافقتمونا منذ انطلاقتنا، ولأنكم غايتنا لن ندخر جهدا لنيل رضاكم. وفرنا لكم منتجات من مزارعنا، وما زلنا حريصين على تنويع وتقديم أرفع الأذواق والنكهات، لنجعل من الرفاهية أسلوب حياة. وضمان معايير الصحة والجودة العالمية مبدأ متجذر في مجمعنا، لنتخطى بفضل ثقتكم حدود الريادة والتميز. بلاط، غذاؤك ترعاه أيادي آمنة. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Ma Télé à moi qui reçoit ce soir un artiste qu'on ne voit pas souvent à la télé. On a donc profité de sa venue en Algérie pour le lancement officiel de son clip en 3D de la chanson Hellab avant la sortie de son nouvel album parrainé par le grand Charles Aznavour. Cheb Tariq, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Halim, bonsoir. Merci, merci à toi de m'avoir invité tout d'abord. Et bonsoir à tous les téléspectateurs qui suivent ton émission. Si tu permets, Tariq, moi j'ai vraiment envie de préciser une chose, c'est que tu as chopé une grippe très méchante, mais tu as tenu quand même à venir pour, bien sûr, nos téléspectateurs. Donc, je t'en remercie doublement. J'avais donné ma parole, donc il fallait que je l'honore. Alhamdoulilah, ça va, ma voix est revenue, on pourra peut-être que l'émission se déroule dans de très bonnes conditions. Inch'Allah, en tout cas, c'est une très belle voix, même si elle est un peu enrouée, c'est une très belle voix. Alors, j'ai vraiment envie de te poser une question. On ne te voit pas souvent à la télé. Je ne sais pas si c'est ta façon de procéder ou c'est une défaillance de notre part dans côté média. Non, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. La preuve que là, je suis venu pour la promo d'un clip, une première en 3D. Et je suis reçu par tous les médias. Je suis invité chez tout le monde pratiquement. Et moi, de mon côté, c'est pas que si j'ai rien à vendre, je pense que j'ai pas à venir sur des plateaux de télé alors que j'ai arrivé les mains vides, quoi. Donc, s'il n'y a pas d'actualité, tu n'es pas là que pour meubler des plateaux télé. Je pense que je suis pas pot de fleurs. Bien dit, bien dit. Alors, après pratiquement 25 ans de carrière professionnelle, bientôt, oui. Comment se sent Cheb Tariq? Épanoui ou un peu frustré parce qu'il aurait voulu faire plus? On va dire les deux, parce que épanoui, je le suis avec ma musique. Alhamdoulilah, ça fait un quart de siècle que je pratique et je suis toujours là, je travaille toujours. Frustré peut-être de ne pas... J'ai fait des choses très bien et qui n'ont pas été peut-être prises en considération. Par exemple, j'ai bossé avec les Wailers, les musiciens de Bob Marley, j'ai fait 2-3 titres avec eux, on n'en parle pas. J'ai fait quelques duos internationaux qui ont bien marché à l'extérieur, mais ici on n'en parle pas. C'est dommage parce que ça appartient au patrimoine national, Bah oui. d'accord, bah oui. Enfin, au patrimoine algérien, puisque je suis algérien.
Et aussi frustré de ne pas peut-être pouvoir faire beaucoup de choses ici pour le pays, pour la culture algérienne. Pas pouvoir te produire assez souvent ici. Pas forcément que me produire, parce que je me produis à l'année. Donc, moi, j'ai construit ma carrière en dehors de l'Algérie. Oui, c'est dommage de ne pas faire. Voilà, c'est ça le truc. Faire en profiter les Algériens. C'est ça le truc. Et de ne pas, qu'on ne soit pas reconnu, on va dire. On en reparlera de toute façon, on va essayer de décortiquer où est le problème. Mais avant cela, moi j'ai vraiment envie d'écouter un peu du Cheb Tarek avant de commencer. Et pour cela, on a choisi 2 petits extraits de 2 grands tubes de Cheb Tarek, à savoir J'ai pas besoin de ta pitié et puis Reggae Rai. On regarde. We come together when the feeling right. Reggae light, and we'll be jamming to the morning light. لكن يدير الغزالي نشكي على حالي كيد الغزالي نشكي على حالي وياه هذا دلالي دلالي هذا دلالي على الزرقاء. هذا دلالي على ناظري وهكذا اسكمسة يا سلام عليكم يا الولاد. Pour ceux qui sont en France et pour ceux qui viennent du bled. Il y en a pour le Maroc, il y en a pour la Tunisie, il y en a pour mon pays que je cite. De reggae, tes paroles que je mitraille. Ouais, de reggae mitraille, je mets la blablabla. Relax max, c'est cool, ma boule, le double C, tape, bougez la reggae right. We come to... Je suis pas rappeur. En plus. Alors, tu m'avais dit... Quand tu as revu les premières images de la chanson J'ai pas besoin de ta télé, ça t'a fait quelque chose. T'as sorti les vieux dossiers. Oui, bien sûr. C'est ta première télé? Exact, c'était mon retour après 10 ans d'absence. Et j'étais invité à l'émission Meskelil. Et à ce moment-là, J'ai pas besoin qui faisait un gros carton ici. Oui, ça m'a fait tout drôle de me revoir jeune. Ah ben oui, en parlant de jeunesse, moi j'ai envie de découvrir même Cheb Tarek quand il était enfant. Alors j'ai vraiment envie de connaître ton enfance. Elle était comment? Très heureuse. Ouais. J'étais maintenant que je suis issu d'un quartier populaire d'Al Hayat. Après j'ai déménagé avec mes parents. Après mais le quartier principal c'était d'Al Hayat où j'ai vécu chez ma grand-mère, mes grands-parents, où j'étais très très gâté par mes tantes et mes oncles, Allah yarhamhom. D'ailleurs qu'il me reste une tante Mimouna à Paris, Allah ytawal fi amarha. Allah yashafiha inchallah. Voilà, j'ai passé une très 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 heureuse enfance. Et d'ailleurs même des fois quand je vais au quartier ou là où mais dans le mauvais sens, ça me fait mal. Donc j'aimerais bien rester avec les souvenirs de mon enfance parce que voilà quoi, pour ne pas être déçu. Quoi. Ouais. Et voilà. tu étais quel genre d'enfant? Turbulent, timide? Ça dépend. Ouais. Gentil, timide, turbulent. Ça dépend de la situation. Mais voilà, je faisais pas de conneries. Non, je faisais pas de grosses conneries quoi. Moi j'étais tranquille. Et à l'école, tu étais plutôt bien. bon, hein? Ouais, j'étais bien. Ouais.
Ah, tu aimais l'école? Ouais, parce que j'avais ma mère qui était professeure de français, donc elle était derrière, donc on n'avait pas le choix non plus de pas avoir de bonnes notes. Alors, tu arrives comme ça dans la musique, c'est venu comment? Il y avait des influences familiales ou ça n'a absolument rien à voir? Non, non, j'avais fait du solfège. Je suis rentré au conservatoire à Oran, à l'âge, il me semble, de 8-9 ans. J'ai fait 6 ans de solfège, j'ai fait 3 ans de clarinette. Ah. Ouais, j'ai fait du classique. Et d'ailleurs, je te montrerai, je te donnerai une photo de ma carte scolaire. Ouais. Non, quand je faisais de l'informatique la première année. Mais avant ça, on va arriver à ton départ en France pour continuer tes études, justement. Moi, j'ai... Non, parce que tu me parlais de musique. Non, non, mais justement, est-ce que la musique est venue avant de partir en France ou après? C'est-à-dire, est-ce que tu as pensé un jour faire de la musique? Non, jamais. Professionnellement, je veux dire. Non, jamais. Ah d'accord, tu le faisais comme ça? Ma mère m'a inscrit au conservatoire, histoire de... Est-ce que tu l'as subi? Parce que souvent le solfège c'est un peu barbant pour les petits-enfants. Est-ce que je l'ai subi mais je ne le regrette pas aujourd'hui. Oui. Je l'ai subi quand j'étais enfant parce que je ne voyais pas qu'est-ce que je foutais dans un conservatoire à faire des mesures, à do, ré, mi, fa, sol, la, si, à prendre des partoches et jouer, etc. Alors qu'on ne pouvait même pas jouer autre chose que du classique au conservatoire. Parce que si le prof il t'attrape en train de jouer un morceau, quelle que soit la nature, le genre du morceau, tu te faisais taper sur les doigts. Oui. Donc je m'éclatais pas. Mais j'avoue qu'après être devenu chanteur, c'est clair que ça m'a servi. Oui, c'est clair que ça me sert au jour d'aujourd'hui aussi. Donc dans ma en faisant carrière. ça, tu ne t'es jamais imaginé chanteur, avoir une carrière plus comme footballeur ça? que chanteur. Ah justement, je jouais au foot et je jouais bien au foot. Ah d'accord. Ouais, je jouais bien au foot. Et puis, le foot qu'on retrouvera tout à l'heure pour une autre histoire, justement. Mais sinon, donc, à ton époque, à cette époque-là, il y avait le rail qui faisait fureur. Qui émergeait. Non, il ne faisait pas fureur. Oui, ça mais bon, commençait. Ça commençait. Ah oui, tu parles là des débuts. Parce que le rail, au départ, il ne sortait pas d'Oran. Il a fallu qu'il s'internationalise pour qu'il soit connu un peu plus. Juste avant de s'internationaliser, il y avait Hasni qui commençait avec le sentimental et tout, donc ça commençait à devenir un peu... ça circulait un peu dans les maisons, etc., parce que ça devenait propre et tout. Je ne dis pas que c'était avant, c'était pas propre, mais avec quelques textes aussi qui n'étaient pas corrects, on va dire. Et bon, après, Khaled a fait le boulot, le patron a fait le boulot. Donc, j'aime bien le patron. Eh ben oui, c'est le boss. Il a fait le boulot, et puis il y a eu Mamie aussi, il y a eu Rachid Taha, Allah qu'on a perdu. Donc, à ce moment-là, tu continuais tes études le plus normalement du monde. Oui. Et tu es arrivé jusqu'à... J'écoutais même pas le rail. Moi, c'était plus la funk et tout. J'étais adolescent, donc le lycée, les booms, etc. C'était plus funk, c'était plus les sons américains que le rail. Le rail, j'écoutais pas. J'ai commencé à écouter le rail en 89. C'était, je pense, les 6 derniers mois avant mon départ en France. Pardon, excusez-moi. Oui, bien sûr. Non, j'écoutais pas le rail. Non. Donc, c'est pas le rail. Par contre, il y avait beaucoup de chanteurs de rail. Il y avait Zahouani. Les derniers temps, avant de rentrer en France, je l'accompagnais dans les mariages et tout. Il y avait Nasro avec nous, qui est voisin, il y avait Shabatman, les chanteurs. Donc ça a commencé quand même. Pardon? Donc il y avait quand même une petite gerbe qui a commencé. Qui n'aimerait pas être avec un groupe d'orchestre et tout, tu vois, même si je ne faisais pas de musique, mais j'étais... Tu les accompagnais comment sans rien faire. Le matériel, parce que c'était mon voisin, on n'avait pas d'ascenseur. Et comment on va dire, la classe, très bien. Par contre, Nasrou kan yghni معاه, Nasrou kan يريح. Très bien. Alors, tu décides de partir en France pour continuer tes études. Avant de partir en France, tu as décidé de rendre hommage à quelqu'un. On va juste voir quelques images de lui, un grand artiste qui vient de nous quitter, et qui était un très bon ami à toi, Rachid Taha, dans la chanson « T'es qui toi ?» On regarde. Voilà. Une chanson pleine de sens. Bon, je sais que tu as tenu à rendre hommage à Rachid Taha, on va le faire, hein, t'inquiète. Mais on ne parlera pas tout de suite de Rachid Taha. Moi, j'ai envie d'abord de connaître tes débuts. Tu débarques à Paris pour continuer tes études. Ça se passe comment? Moi, je suis parti, j'étais chez ma tante. Et à un moment donné, je voulais avoir mon indépendance, les erreurs de jeunesse. Je suis parti de chez elle. Et donc, du coup, j'ai pas pu suivre mes études. Donc, même si je bricolais à gauche, à droite, j'avais des petits boulots par-ci, par-là.
Et à un moment donné... Tu allais faire des études dans quel domaine? Informatique. En informatique. En informatique, ouais. Ouais, en informatique de gestion. À l'époque, en 89, l'informatique n'existait pas dans l'enseignement français. C'était des écoles privées, on avait 2 étatiques qui le faisaient. D'accord. Donc j'étais dans l'une d'elles, c'était Database. Et à un moment donné, j'avais besoin de fric, donc il fallait que j'achète les études et trouver des moyens pour vivre, etc. Pour subvenir à tes besoins, ouais. Et puis j'ai rencontré Mustafa Michael, mon pote, enfin mon plein frère, et Chmissou ou Dahminou. Et puis on a formé un groupe et c'est parti. J'étais les voir, j'ai chanté avec eux, j'étais dans des cafés et tout. J'ai chanté avec eux et puis les potes ils m'ont demandé, bon tu bosses avec nous. D'accord, moi je pensais qu'ils... Qui rigolaient. Ouais, qu'ils se foutaient de moi et tout. Il me dit non, c'est vrai, tu bosses avec nous et tout. Donc on bossait 4 jours par semaine. Je gagnais très très bien ma vie. Oui, le jeune qui débarquait d'Algérie. Avec le week-end que je bossais, j'avais un salaire. Un salaire d'un médecin, tu vois. Ouais. Donc c'était un peu la vie facile. Ouais. Et de fil en aiguille, on a commencé, mais on prenait le métier à cœur. Ça veut dire on répétait souvent, on essayait de trouver des fusions, de faire des trucs, etc. Et c'est comme ça qu'on a pu évoluer à faire des mariages où il y avait 400-500 personnes et qui s'arrachaient nos cartes de visite à l'époque. Et à un moment donné, les gens commençaient à me demander est-ce qu'on avait des cassettes à vendre. C'était l'époque des cassettes. Et hop, ça m'a mis la puce à l'oreille. Il fallait faire une cassette. Pourquoi pas, Il fallait faire une cassette. Donc j'avais mis un peu de sous de côté. Mais, pardon, juste avant la cassette, on va y revenir. Tu décides donc d'arrêter tes études. Ah oui. Le choix était facile, pas trop? Avec l'insouciance de la jeunesse et tout, c'était, je pense que c'était facile. Ta famille l'a pris comment? Moi, ils l'ont su bien après. Hein. Ils l'ont pas su tout de suite. Comme en étant chanteur, ils l'ont su quand j'ai fait mon premier album, parce que ils sont contre. D'accord. Donc on revient à l'idée de la cassette. Oui. Enfin, les gens qui me demandaient si on avait des cassettes à vendre, j'ai mis un peu d'argent et j'étais voir Mohamed Marni. Marni, je pense que... malheureusement, encore une fois, on n'est pas considéré ici. Marni, c'est l'un des génies du siècle dernier à la musique arabe. Et puis j'ai fait le premier album qui c'était Option Rail. En 93, on l'a sorti en 94 et depuis, une fois aussi on a enregistré une cassette, mais en aucun cas c'était pour le public ou quoi que ce soit. C'était juste un kiff, comme on dit. Même pas, c'était pour un ami, il voulait descendre en Algérie, à l'époque on avait les DAT et tout. Il y a eu une fuite ici à Oran, et puis la cassette elle a super bien marché, il me semble qu'ils ont vendu 700 000 exemplaires. Ça a commencé au nom de Hasni, après bon, il y a eu intervention, donc ils ont enlevé la pochette de Hasni, ils ont mis mon visage. Et je pense que c'était le premier live en Algérie, c'était en 95. Et après il y a eu les lives de Mazouzi, etc. Et voilà, et à travers ce live-là, où j'ai eu plusieurs producteurs qui sont venus d'Algérie en France pour que je l'enregistre, tels que Hafsi Saada, Youssef d'édition Bahia, Mohamed Saint-Crépin, ils m'ont contacté. Il y en a ceux qui sont venus, comme Saada et Youssef. Saint-Crépin, il avait chargé Malik à Marseille, grand éditeur et précurseur du rail. Mais est-ce que, en étant jeune, est-ce que tu comprenais ce qui t'arrivait, toi, qui ne pensais pas du tout faire de la chanson, voir le succès comme ça qui arrive? Est-ce que tu réalisais ou... Non. Non, je ne réalisais pas parce que c'était pas... Je ne le vivais pas, en fait. Je ne le vivais pas. Le succès était ici en Algérie, moi j'étais en France. D'accord. On va dire que j'étais très connu dans le milieu à Paris et tout. Mais c'était pas national. Mais ce qui a fait que, voilà, c'était... cassette, Jeep cassette et tout, jusqu'au jour où j'ai fait la cassette de J'ai pas besoin de Riviera, et c'est là où j'ai connu... Par contre, là, oui, j'étais là, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Tant que c'était restreint, c'était OK, je m'en foutais, je calculais même pas. Mais quand j'ai signé chez Universal, après, tu avais les grosses télés, les gros concerts, etc., Top 50... j'ai pas su gérer, je pense, avec le noir, c'est normal, parce que tu comprends pas ce qui t'arrive. Il fallait que tu sois encadré, tu l'étais pas. Je pense que ça arrive au plus malin, ça. Quand on s'y attend pas, et on se voit, voilà, tu mets une cigarette, un 20 briquets qui s'allume, et ils se disputent pour t'allumer, tu comprends pas ce qui t'arrive. Alhamdoulilah, on a bien géré. En plus, pendant ces années-là, c'est vrai que c'était un peu une période très difficile en Algérie,
Et les jeunes avaient peut-être besoin de ça. Je pense aussi. Ouais. Mais tu répondais à une attente. Il fallait pas, justement, il fallait continuer parce que quand on a le terrorisme maintenant, ça veut dire que si toi aussi tu arrêtes de chanter, tu arrêtes de faire ceci, cela, ça veut dire qu'ils ont gagné, tu vois ce que je veux dire. Donc il fallait faire le contrepoids. Et puis bon, moi je risquais pas grand-chose parce que quand tu fais l'étranger, moi je ne vivais pas ici. Donc c'est mérite à ceux qui établis, chefs. Tout à fait, tout à fait. On n'a pas vécu ça. Donc voilà. Sinon par rapport à... Tout à fait. Alors, en étant là-bas, est-ce que le contact avec les artistes algériens qui étaient là-bas était plutôt facile? Est-ce que tu as trouvé des gens qui t'ont aidé, qui t'ont encouragé ou pas trop? Non, c'est plutôt moi qui ai reçu les autres parce que moi j'avais déjà commencé, j'étais bien installé à Paris. Et c'est les frères qui sont venus de France. Parce qu'il y avait beaucoup de chanteurs qui sont venus parce qu'ils avaient peur pour leur vie, parce qu'ils étaient menacés, et chose qui est tout à fait normale. Donc on a travaillé ensemble et tout se passe bien. Je ne comprends pas pourquoi les gens ils croient qu'entre nous les chanteurs il y a toujours une rivalité ou la non. Peut-être qu'il y a une rivalité, mais comme partout, rivalité le métier, le travail, parce que voilà, une concurrence saine. Une concurrence saine. Mais il y a de la place pour tout le monde. Je vais te raconter une anecdote. Tu sais que la chanson J'ai pas besoin, je l'ai donnée à Mohamed Lamine. Il n'a pas voulu la chanter. Ah, d'accord. Pour te montrer, il n'y avait pas de truc. Moi, je l'ai chantée un an après et j'ai fait un grand succès. Et la chanson, Mohamed Lamine est en vie, hein, vous pouvez lui poser la question. Il devait aller en studio, il n'avait pas de parole, je lui ai donné 2 titres. J'ai pas besoin. Et Saïda Ouit ma blessure. Saïda Ouit ma blessure, je vais la faire bientôt. Donc presque 20 ans que je l'ai écrite. Saïda Ouit ma blessure, اللي تفرحوا شي عدياني وليت معاها سي سور ياك نبغيها وهي ثاني. عذابي والله يدير شوفي الهضره واش دير فرقنا الى ديزير وليت معاك صافي بليزير طططتها له. هي وجي با بيزون en 96 il me semble. Il devait enregistrer pour Hafsi. Il ما عجبتهاش اغنيه قال لي نمشي اغنيه. Je l'enregistre moi un an après. Elle dure, ça fait 22 ans que cette chanson dure. Tu vois, il n'y a pas de jalousie. Non, moi quand je parlais de ça, je ne parlais même pas de rivalité ou d'Awa, comme tu dis. Moi je voulais savoir, est-ce qu'il y avait quand même un endroit comme ça où les artistes algériens, c'était pas, peut-être c'était très spontané, c'était pas organisé, mais il y avait quand même des endroits où les artistes algériens, surtout ceux qui sont partis d'ici, se rencontraient. Sinon, on se voyait facilement, tu vois, parce que par exemple, en vrai, on travaille tous ensemble. Donc on se voyait souvent. Maintenant, on se voit moins parce que chacun a sa carrière à gérer, ses rendez-vous, etc. Ses prérogatives. Mais quand on était les premiers temps, on se voyait tout le temps. On était tout le temps ensemble, je pense. On était tout le temps. Il y avait Hassib Amrouche, il y avait Fellab Babsa, Mohamed Lamine, Jalti, Poulifan. Cheb Azdin, Nourdin Marsaoui, j'en passe. Non, on était tous ensemble. Il n'y avait pas de. Il y avait Khaled, parce que Khaled, c'était autre chose. C'était planétaire. Donc, de temps en temps, on était dans des mariages, des soirées, parce que bon, lui était hyper pris, ça tournait à 1000 à l'heure. Oui, mais pour revenir au style de Cheb Tariq, c'est un rail un peu exotique, non? C'est pas du rail pur. Tu as apporté une touche propre à toi, c'est un style. Au début, j'avais dit que j'étais pas bercé par le rail. J'étais plus bercé par l'occidental. Tu n'écoutais même pas. La pop, reggae, la funk, et ça se ressent dans mes chansons parce qu'il y a trop de, tout le temps c'est des métissages de style. J'ai d'ailleurs même nommé un album Métis Style en 99. Où il fait de la talkbox. Au jour d'aujourd'hui, personne ne l'a utilisé, ni dans le monde arabe, il me semble, ni dans le rail. Talkbox qui est un instrument enfin pas de hip-hop, mais on utilise aujourd'hui, on a en 99, et c'est pour Tu as osé quand même. J'aime bien faire les choses. Oui, reggae rail aussi, c'était nouveau. En plus, tu m'avais dit que tu ne savais même pas rapper. Et tu l'as quand même fait. Non, le rap, non. Quand on voyait l'extrait, là, j'ai rappé dessus. Mais moi, je suis pas rappeur. Il y avait Sissi Rider que je salue. C'est grâce à lui, peut-être que ma carrière a décollé. C'est lui qui a présenté le titre à Universal. Parce qu'il était artiste chez Universal. Et c'est de là tout est parti. Je lui dois beaucoup, ce monsieur, que je salue. Sissi Rider. Si tu me regardes. Et donc, je disais quoi, je ne me souviens plus.
Oui, on parlait des styles justement, tu osais, des métissages. Ça ressort ça se ressent dans ma musique, puisque c'est pas du rail classique pur et dire que je fais, c'est toujours tout le temps mélangé à des styles. Qui m'a dit que l'album c'est Métis Style, donc c'était le mélange de styles. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle le R&B, Fever, ou le R&B, ben, c'est la création de Taïb. C'était le premier à avoir mélangé le rail et le rap. Et... Oui, mais en plus, Cheptaler, tu me diras, il fallait le faire parce que tu vivais ailleurs, tu ne vis pas en Algérie. Il fallait leur servir quelque chose qui puisse les séduire. Donc, comme ils versent dans l'exotisme, le rail. Si tu l'avais laissé comme ça dans son cocon, il serait resté ici en Algérie. Hein. On n'aurait jamais pu l'exporter. Non, Khaled l'avait fait bien avant. Non, mais Khaled aussi, il a modernisé un peu le rail. Il n'est pas resté dans... Et Mami aussi, Dalou bien avant. Oui, je parle du rail authentique. Ils ont apporté quand même une touche de modernité. Mais il était moderne aussi. Il était moderne. C'est ce que j'ai osé, c'était le mélange. Voilà, c'est le mélange. Le rap et le rail, ou la funk et le rail, sans agresser les trucs, tu vois. C'est vrai que... Et tes études de musique t'avaient servi en fin de compte parce que tu comprenais la musique. Ah non, je gère la musique, ouais. Non, moi je suis présent, je ne suis pas le chanteur qui chante sur un témoin et qui part et qui réécoute la chanson quand elle est finie. Non. Moi je suis présent du début jusqu'à la fin et je réalise mes albums en fait. J'ai des arrangeurs avec qui je travaille. Je salue tous mes musiciens, tous les arrangeurs avec qui je bosse depuis des années. Que j'aime beaucoup, que j'aime énormément. Mais c'est un travail d'équipe en vrai. Mais je suis là. Si je ne donne pas mon accord, la chose ne se fait pas. Et justement, tu me tends la perche parce qu'après, tu fondes ta propre boîte de production. En 2003. C'était important pour toi? C'était très important parce que j'étais bloqué chez Universal pendant 5 ans. J'avais signé en 97 chez eux, et mon contrat 98, et mon contrat se finissait en 2003. Et puis, il y a eu fusion. Universal avec Polygram. Et Barclay, c'était un label de Polygram. Il y avait Khaled et Rachid Taha en artiste chez eux. Et donc, moi, je débarque dans le label, on m'a mis dans le coffre. Ça veut dire pendant 4 ans, j'ai rien foutu, alors que j'avais des contrats avec des options d'albums, etc. Et une fois que mon contrat s'est résilié, ma boîte a été déjà prête, quoi. Ma production. Et tu as pu allier art et argent, parce que c'est pas évident. Hein, C'est pas moi qui gère l'argent. D'accord. C'est pas moi qui gère. D'accord. Moi, je gère tout ce qui est artistique. Et ça marche bien? C'est moi le boss, mais le côté financier, c'est pas moi qui le gère parce que je suis pas. Et tu as ouvert les portes de ta boîte aux jeunes? J'ai aidé pas mal de personnes à tous les niveaux, je pense. Mais c'est surtout pour. J'ai même un studio d'enregistrement, donc c'est pour. Tout ça, ça a été fait pour mes potes. Tu vois, déjà à la base, par exemple le studio, tous les musiciens, les anciens musiciens, les maintenant, le studio, faites vos albums. Celui qui veut faire son album, fait son album. Il y a plein de gens qui sont venus bosser chez moi dans le studio. C'était Batallah, machine. C'est pas un lieu de commerce, on va dire. Je commerce pas avec le studio, je commerce avec la prod. Très bien. Très bien. Alors, on va arriver à Rachid Taha. Tu l'as connu quand et comment? Rachid, je l'ai connu en 97. C'est lors d'un Zénith. On devait faire le Zénith ensemble. Et lui, il venait juste de faire Riyad Rayah, moi, je venais faire Riyad Ray. Et c'est là où on s'est connus, mais on n'était pas amis à ce moment-là. C'est en 2002 ou 2003, on s'est retrouvés encore au Zénith. Et moi, j'étais en limousine. Et le mec, il vient, il me dit t'es qui, toi? Tu vois, il avait oublié qu'on s'était vu en 97 et que c'était moi qui faisais reggae, qui chantais reggae et tout. Il est venu taper il me dit t'es qui toi? C'était fou quoi, tu me souviens pas? Il me dit non, il me dit t'es avec quelle maison? Je lui dis avec la mienne. Il me dit c'est elle qui t'a pris la limousine. Je dis oui, c'est ma maison de disque. Et depuis on s'est plus quitté parce que voilà, on s'est revus juste après et pratiquement après on se revoyait un soir sur deux, je pense, quand on était disponibles tous les deux. Indépendamment de l'artiste, l'homme il était comment? Exceptionnel, exceptionnel. J'ai jamais vu un artiste. Bon, ça on n'en parle même pas. Ben, un artiste normalement, c'est une personne c'est beaucoup généreuse. De sensibilité, beaucoup de générosité. Moi, ce qui m'impressionne, ce qui m'impressionnait et qui m'impressionne d'ailleurs, même s'il est mort, Allah yarhamah, c'était sa culture générale. Il est d'une culture générale incroyable.
J'ai pas d'adjectif qualificatif. Avec les dates, avec tout, et c'est un mec qui ne regarde pas la télé, qui n'a pas la télé chez lui, même s'il a une très très grande maison. Il n'y a pas de télé, c'est que des bouquins, et à chaque fois qu'on est ensemble, soit on parle musique, mais musique sérieusement, soit j'apprends de lui beaucoup de choses, parce qu'il est très très instruit, très cultivé, ce mec. Et il est toujours... C'est un univers, Rachid, c'est space. C'est très spécial. C'est très spécial, mais avant d'être artiste, moi je le vois comme un humaniste, parce qu'il a combattu pour la cause des Algériens toute sa vie, jusqu'à une interview qu'il avait faite 3-4 jours avant sa mort. Avant sa mort. Mais il a toujours été grande gueule, il a toujours... C'est une chanson engagée, hein, sa façon, il a toujours été engagé pour la Palestine, contre le racisme, contre plein de choses, depuis son enfance, hein, le mec. Et sa disparition, tu l'as vu? Je m'y attendais pas, je l'ai eu 3 jours au téléphone, je lui ai dit je pars en vacances, on revient, je rentrais de tournée, je l'appelle, ça va, il était à Marseille, il me dit je suis à Marseille, il partait en Jordanie, il me semble, il partait, je lui dis Rachid, on va pas se voir, je vais en vacances pour 2 semaines, et à mon retour, parce qu'il devait faire l'Opéra de Lyon le 22 septembre, et j'étais invité. Donc je lui dis on se reverra, moi je devais rentrer le 20 septembre, non, je devais rentrer le 14 ou le 15 septembre, donc soit une semaine avant le truc, et pendant mes vacances on m'a annoncé qu'il était mort. Je voulais, Wallah al-Adim, j'ai voulu rentrer, mais c'était full, c'était complet, on m'a trouvé des itinéraires bizarres, et j'allais pas, tu vois, j'avais des escales bizarres et tout, et je pouvais pas, en plus j'étais loin, donc... Genre, j'étais pas juste dans un pays mitoyen de la France, où quelques heures de vol. Sinon, après, tu as été même contacté pour assurer certains concerts. Oui. Tu n'as pas voulu, le faire perdurer le truc. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué de... rendre hommage à Rachid, c'est une chose, mais chanter ses chansons comme lui, il n'y a que lui qui sait faire ça. Franchement, il n'y a que lui qui sait faire. C'est son univers, il ne pourra jamais chanter comme moi, je ne pourrai jamais chanter comme lui, c'est un peu logique, tu vois. On l'aurait fait peut-être de son vivant, mais le public qui se déplace pour le voir, il voit quelqu'un d'autre, je pense que ça va mal le faire. Ça collait pas du tout, ça collait pas du tout, et tu as refusé, et c'est très bien. Et aujourd'hui, tu as décidé donc de lui rendre un hommage, et c'est ce qu'on a essayé de faire. Maintenant, on va passer à une chanson qui fera plaisir à nos téléspectateurs. C'est une chanson qui colle un peu à Chepteler, hein, quand on parle de foot. Puisque tu parlais de foot tout à l'heure, c'est une chanson qui te colle à la peau. Je suis issu d'une famille de footballeurs. Mon père a joué au Mouloudia, mes oncles ont joué au Mouloudia. Mouloudia d'Oran. Oui, ça c'est très connu à Oran. 3 frères qui étaient grands joueurs du Mouloudia et de l'Azmou. Donc moi, j'ai joué au foot au Mouloudia aussi, j'ai fait la SPTT. Et après, quand je suis parti, le foot s'est arrêté. Donc, moi, je jouais avec Rafet Tasfaoud, je jouais avec... très bien. Avec Omar Belatoui, qui est l'actuel entraîneur du Mouloudia. On jouait ensemble. On était ensemble, Minime, Pipi, Benjamin, Minime, Kadé. Très bien. D'où donc la chanson Allez, allez, qui fera certainement plaisir à nos téléspectateurs et qui leur rappellera beaucoup de bons souvenirs. On regarde. Énorme succès. Énorme succès, et puis quelle période, hein, c'était de la folie carrément, hein, retrouver le mondial après tant d'années, donc le contexte y prêtait. Non mais ça je ne l'ai pas fait dans ce contexte-là, je l'ai fait parce que... je l'ai fait parce que il y avait cette polémique à l'Égypte, avec la guerre médiatique, etc. Donc je me sentais le devoir de le faire en tant que supporter de l'équipe nationale. Tout à fait. L'équipe nationale. Et après, tout ce qui s'est passé après, les joueurs qui sont venus, tout ça, c'était pas prévu du tout. On va parler de ça. Et puis, il faut dire qu'à ce moment-là aussi, c'était la folie, hein, en France, quand on voyait nos concitoyens, ça leur a donné, je sais pas, un élan extraordinaire. On voyait le maillot tricolore un peu partout et tout. On s'affichait comme Algérien. Beaucoup de beurs qui sont partis en Égypte et au Soudan. Hein. Et toi, étant là-bas, tu ne pouvais pas rester à l'écart, surtout que tu adores le foot et que tu es un fervent supporter de l'équipe nationale. C'est impossible. Alors, tu as fait appel à certains chanteurs qui ne sont pas très connus ou qui n'ont pas eu la chance de connaître le succès de devenir connus. Et qui ont de très belles voix. Alors, ça s'est passé comment? Et surtout,
faire appel à des joueurs comme on l'a vu, Belhadj, Mansouri et Bougara. Et Ahmed Chedli. Ouais, ça s'est passé comment? Au fait, quand il y a un journaliste, Mohamed Algeria Foot, que je salue, il est venu au studio. Et moi, j'étais en train de faire ça. Oui. J'attendais Jafar le trompettiste pour le faire enregistrer. Et je lui fais écouter. J'avais posé juste le rythme et la chorale. Je salue aussi Mehdi Talmonbe qui a fait les percus et tout. Il a fait toutes les percus. Et on attendait, on avait fait la chorale, les claps, et on attendait Jafar pour les trompettes pour pouvoir passer aux voix. Le mec, quand il a écouté, il me dit oh, c'est un beau titre, etc. etc. Il me dit ça te dirait de. Pourquoi tu ne fais pas participer aux joueurs? Les joueurs, je dis non, c'est tombé, ils ne vont pas venir, etc. Il me dit non, non, t'inquiète, attends, je vais appeler. Il a commencé à appeler un par un. Et on faisait du studio, on faisait écouter le morceau par téléphone. Ils ont aimé, ils ont tous dit oui, on avait 7 à la base. Donc il y a 3 qui se sont décommandés parce qu'ils étaient mal classés. Le dimanche, ils étaient mal classés, donc ils n'ont pas pu avoir des autorisations de sortie comme Razel, Matmour. Parce que le premier, c'était Matmour qui était contacté. Il y avait Oubaazza qui était venu, où le jour même, il était là, hein, il arrivait au studio et le jour même, sa sœur se fait hospitaliser pour se faire opérer, donc on a dû aller après le clip, on est parti le voir et tout. Il y avait Morad Marni qui devait le faire. D'ailleurs, on l'a fait même dans un hôpital en France, parce qu'il était à l'hôpital et je l'ai filmé comme ça, mais j'ai pas voulu le mettre, parce que ça sortait un peu du décor et tout. Non, non, et en plus ils sont venus avec leurs propres moyens, moi j'ai pas sorti un sou de ma poche. Là, ils sont venus, ils ont pris leur suite dans des hôtels respectifs où ils m'ont fait rojo, et puis voilà, et ça s'est fait le plus normalement du monde. Et pour les coachés, c'était comment? C'était un peu marrant. C'était pas dur parce qu'ils parlent l'arabe et tout, donc. Mais c'était un peu marrant, quoi. J'étais, moi qui n'aime pas me mettre haka fatsoala, on va dire que j'étais le professeur ce jour-là. mais ils ont assuré, wallah, ils ont assuré. J'ai même des enregistrements où ils chantaient et tout. Oui, mais on les voit, en plus, ils étaient comme des gamins. On les sentait, ils étaient super, oui, comme des gamins, carrément. C'est comme, par exemple, مانيش عارف انايا يدوك انت تروح تلعب match معاهم où il y a plein de stars et tout, tu vois, t'es comme un gamin au milieu de tout le monde, voilà, c'est pareil. C'est pareil. Alors, tu étais comme le professeur, mais là, tu rencontres aussi en France le professeur. Le professeur. Tu as fait une rencontre franchement fabuleuse avec Charles Aznavour. Inespéré, inattendu. Inespéré, inattendu. Donc, on va juste voir une petite vidéo. Vous avez été filmé lors de votre rencontre. On va voir et on revient juste après. Le grand Charles Aznavour. Tu ne l'as pas connu directement, tu bossais sur une... Je vais juste le couper, et là, c'est moi qui ai l'enfant ici. Ben oui. Tu vois, là, tout à l'heure c'était les joueurs, c'est moi. Là, c'est moi. Comment peut-on ne pas l'être devant Charles Aznavour, franchement? D'ailleurs, tu remarqueras que j'avais pas mes lunettes. Oui. Tu as fait exception, hein, parce que c'est très rare de... C'est obligé. Oui. Obligé, tu vas pas parler avec Charles Aznavour avec les lunettes. C'est obligé. Oui. Et puis le regard, c'est important peut-être pour lui. Et tu m'avais dit qu'il te testait hein, quand tu l'as commencé. Ouais. Alors, raconte-nous tout, du début jusqu'à la fin. Comment est venue la rencontre avec Charles Aznavour? En fait, la rencontre est venue... Je venais juste d'acquérir mon premier studio en 2006. Et j'étais avec mon pote Didine Bouhabesh, que je salue. Et on voulait essayer les machines. On avait installé un studio, donc on voulait faire un essai. Oui. Lui, il m'a dit نديروا اغنيه تاع دحمان الله يرحمه. قلت له انا نديروا تاع تبان لي في راسي هذه راهي في قلبي نبداو بهذه بأمونيمون. Et on s'est pris la tête, lui et moi. Finalement, on n'avait pas bossé. On a dit, on a fait chacun dans sa position. Je me souviens, moi je suis parti. Pas de concession. Moi je suis parti, j'ai quitté, je suis parti. Et je sais pas, je reviens 3-4 heures après. Je l'ai trouvé, il a fait déjà le rythme, les violons, etc. Il avait pratiquement bouclé le morceau. Et par chance, comme j'ai un ami à moi, Coiffe, qui est en bas, il tenait un studio, que je salue, Coiffe. Il y avait chez lui Micha. Micha, c'est le fils d'Aznavour. Oui. Donc il lui a dit, Coiffe, il lui a dit, viens, on monte chez mon pote, il va te faire écouter, il est en train de faire un titre de ton père, à ton père. Et il a écouté, Micha a pleuré, il a eu une petite larme. Il me dit, papa, il va adorer, etc. Il me dit, tu peux me donner le titre? Je lui dis, laisse-moi 2 jours, le temps que je le finalise. On fait les transferts, etc. On mixe, comme ça, il écoute un truc bien. Puis je lui ai donné, il a fait écouter, et puis Charles a accepté de me recevoir. Et quand j'étais aux éditions Raoul Breton, il a écouté le titre et tout, il m'a dit, il a aimé. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai dit, je voudrais faire un album de reprise. Mais j'y croyais même pas. J'y croyais même pas. Tu l'as dit comme ça ou?
Oui, j'ai dit, je savais tu avais déjà... J'étais pris au dépourvu, moi. J'étais pris au dépourvu, donc rien n'était calculé dans ce que j'ai dit. Je lui ai dit, j'aimerais bien faire un album. Il me dit, regarde, il pouvait très bien me ramener un catalogue que de ses chansons. Ben oui. Ils m'ont donné un catalogue où il y avait un mélange. Ben oui. Donc je ne savais pas ce que je devais faire. 2300 chansons. Je ne savais pas ce que je devais faire. Est-ce que je devais prendre que des chansons d'Aznavour ou est-ce que j'avais le droit de toucher à Piaf ou la Brel ou la, tu vois. Et j'ai posé la question à M. Gérard Davoust, qui est son éditeur, les éditions Raoul Breton. Je dis, M. Gérard, est-ce que je peux, j'ai le droit de faire que du Aznavour, est-ce que je peux toucher à... Ah mais non, vous faites ce que vous voulez. Il m'a laissé le truc, il est parti. Je suis resté dans le bureau tout seul, et j'ai pris une dizaine de titres, avec les partitions d'origine et tout, qui m'ont été... Piaf, qui m'ont été Brel, Piaf, Brel, Trenet, Serge Lama, Charles Aznavour, Yves Jacques Dutronc, Yves Montand, voilà, une dizaine de titres que j'ai repris. Et là, c'est quand même un choix judicieux, parce que si tu veux... C'est plutôt un sacré challenge. Oui, d'abord c'est un challenge. Le choix il m'a été offert, donc c'était réussir le challenge qui était très difficile. Mais ça va donner à Cheptelec aussi une autre dimension, hein, quand on touche à traîner, à... Mais moi, au départ... C'était pas calculé. Au départ, je pense pas à ça. Mais maintenant, tu réalises. Moi, au départ, je fais un truc nouveau, c'est comme si on va, toi et moi, par exemple, dans un pays, et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à l'hôtel, on va pas rester à l'hôtel, on va sortir pour découvrir le truc. Ben oui. Découvrir la ville, aller voir ce qu'ils ont comme musée, comme ceci, cela. Eh ben dans la musique, quand on te donne un truc nouveau, tu as envie de le faire, de le découvrir, de voyager avec. Et c'est ce que je fais à chaque fois. C'est à chaque mélodie nouvelle, ou une reprise, ou la haja, je fais un truc nouveau. Donc je l'explore au maximum. Je pense que c'est ça le but. C'est ça le truc. Sinon, si tu t'éclates pas, il faut changer de métier, je pense. Non, c'est clair. C'est clair. Alors, après cette rencontre, le jour où tu as appris la disparition d'Aznavour, ça t'a fait quoi? Dommage, parce que ce qui aurait été bien, c'est qu'il assiste à la sortie de l'album. Lui qui t'a parrainé. C'est moi qui a déconné, parce que l'album, je l'ai fini il y a quelques années. Sauf que l'occasion n'est pas venue. Il y a eu plein de problèmes de terrorisme en France. Donc à chaque fois que je voulais sortir un truc, c'était le printemps arabe, c'était l'attentat d'un tel, le truc d'un tel. Donc tu reportais la sortie. C'était les Coupes du Monde, c'était ceci, cela. Lui aussi était pris parce qu'il était en tournée. Charles vit dans les avions. Ah bah oui. Comme il y a 80 universités qui enseignent ces textes à travers le monde, donc il est tout le temps en train de faire des séminaires, etc. etc. 94 ans, je pense qu'il rentrait aussi du Canada, il me semble. Oui, il allait partir en Arménie aussi. Il vit tout le temps dans le truc. Et puis, moi, j'étais aussi dans d'autres trucs au parallèle. Et je me disais, il faut que j'ai les reins solides pour sortir cet album. Pour ne pas commettre de trucs, pour qu'il ne passe pas inaperçu. Il ne fallait pas décevoir. Surtout. Et surtout avoir les reins solides pour le sortir, je parle financièrement. Et comme ça sort chez moi, dans ma société. Inch'Allah, il sortira en février. Et j'espère que ça lui rendra hommage de là où il y sera. Très bien. Alors... on a comme ça des rubriques. Je vais te proposer une petite rubrique qui a pour titre coup de cœur, coup de gueule. Donc juste le temps du jingle et on revient. D'accord. Alors, coup de cœur, coup de gueule. Cheptelec voudrait commencer par le coup de gueule ou le coup de cœur? On va dire le coup de gueule, hein. D'accord. C'est quoi le coup de gueule de Cheptelec? Le coup de gueule, moi j'étais très énervé, même hors de moi quand j'ai vu l'accueil qui a été réservé à Rachid Taha ici. Je pense que ça se passe de commentaires et je pense que les artistes ici, ou un artiste de façon générale a besoin d'être honoré quand il est de son vivant. Rachid ne l'a été ni de son vivant, ni après sa mort. Pour moi, et pourtant, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Et pourtant, c'est un garçon qui a fait
qui a fait connaître la musique algérienne au monde entier, même s'il faisait du rock, il parlait en arabe, il chantait en arabe, un classique comme Ya Raïh, que même nous ici en Algérie, qu'est-ce qu'il y a des puristes, on ne va pas se mentir et être hypocrite et dire que non, la chanson de Ya Raïh ou la Dahman, tout le monde l'écoutait, 40 millions l'écoutaient en Algérie, c'est pas vrai. Parce qu'on est جزائري وعشت هنا ونعرف انا ما كنتش نسمع ما كانش اللي كان يسمع دحمان في وهران باغ اكزومبل الشعبي كان منا كوم لو راي aussi n'était pas ما نكذبوش على رانا نقولوا باللي فوالا tu vois. Donc ce monsieur a fait voyager la culture algérienne, l'a fait connaître pardon à travers le monde entier. Moi par exemple je vais te raconter une anecdote. Il y avait Kamel, le fils d'Ahmed Harachi, qui est venu dans mon studio. Il m'a raconté une anecdote par rapport à ça. Ah ben, ils n'étaient pas riches. Oui. On est bien d'accord. Hein. Oui, ben oui. On a de ça. Il ne m'en voudra pas, j'espère, Kamel, parce que c'est lui qui me l'a raconté, c'est la vérité. Non, mais c'est connu. Hein, sauf s'il était riche avant. Nos artistes. Voilà. Donc, je vais te dire le mot par mot chez Gali. Gali Yahou, Shibania, Khatkham, Fawch Dir, Filmarmeta. Ouais. احتاجها الفاكتور جاب لها شيك تاع 2 مليون دورو 2 مليون دو فران على l'époque. 2 francs à l'époque, ouais. راك فاهمني؟ 2 millions de francs شكون دخلها؟ Grâce à Rachita. Grâce à Rachita. Bon, grâce à son père d'abord, qui est auteur-compositeur, au maître Ahmed Harachi. Il n'y aurait pas eu Rachita. Il n'y aurait pas eu Rachid. Peut-être que Ramazan في النزاعات يغرقنا. Ce que je voulais juste dire, c'est que c'était un chanteur incompris, hein. Aussi bien ici que même en France. Il avait comme ça des soucis parce qu'on ne le comprenait pas pour les messages. Non, en France. Non. Non, il était même boudé. Hein. Là, boudé par la presse. Oui, par la presse. Non, je parlais de la presse, bien sûr. Parce qu'il était grande gueule. Il a refusé. C'est ça. Parce qu'il était grande gueule, il était anti-sioniste, etc. Et il a refusé la Légion d'honneur il y a 2 ans. Il était chez moi au studio, il me dit Tariq, demain à 11h, je lui dis non, tu déconnes, elle est là au studio, il est 6h du matin. Je n'irai pas la chercher. Il n'a pas été. En 2014, il y avait Sarkozy, Légion d'honneur, s'il te plaît. Donc il n'était pas boudé. Il n'était pas boudé, alors qu'il est algérien, il n'est pas français. Oui, il est resté fidèle à ses engagements. Rachid n'est pas français, il n'a pas la nationalité française. Du tout, oui. Et on a voulu lui mettre une Légion d'honneur. Il l'a refusé. Aïb, ça se fait pas. Enfin, quand tu vois pareil pour Tariq, il a commencé, il a chanté, il a eu des disques d'or en France, il chantait en arabe. Moi j'ai chanté en arabe. Qui va même s'arrêter bien là? Et tu as même une chanson. Attention, je ne suis pas en train de parler pour moi, je parle de coup de gueule. Oui, pour tous les artistes. Je vais rectifier une chose, pour que je ne sois pas mal compris. D'ailleurs, tu as une chanson qui le dit. Voilà, j'ai une chanson qui dit la chanson Wahdi. Moi, je ne veux que ma famille et mes amis proches, mais je ne veux pas de ceci, cela, parce que c'est de notre vivant qu'il faut nous donner les moyens pour bosser. Excellent. Le message est passé. Alors, ton coup de cœur, très rapidement. Mon coup de cœur, c'est, je voudrais rendre hommage à Landa. Oui. Vu que moi j'avais une situation très compliquée avec Landa depuis un quart de siècle, et je voudrais remercier Landa, à leur tête M. Sami Benchir, d'avoir déjà régularisé ma situation, puisque moi j'ai vendu des millions de cassettes ici, et je ne sais pas combien, des centaines de milliers de téléchargements de sonneries de Chebka à l'Algérie, j'ai jamais touché mon argent. Je commence à le toucher, et Landa, cet été, elle a fait une grosse caravane où j'ai pu revenir ici, faire une tournée de 5-6 dates à la rencontre du public. C'était exceptionnel. Là où je suis passé, alhamdoulilah, c'était le plein, c'était blindé. On a fait le finish ici à Alger devant 35 000 personnes. Donc je tiens à remercier M. Sami Benchir pour l'initiative et pour tout ce qu'il fait pour les artistes. Je sais qu'il fait beaucoup pour les artistes, qu'il collabore à leur développement et tout. Et je trouve que c'est une très très bonne chose. Et je demande à d'autres de le suivre. Très bien. Alors, je vais te laisser souffler un petit peu en t'offrant un extrait, enfin une chanson, ou peut-être un extrait, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, d'une grande dame, disparue elle aussi. C'est Whitney Houston, qui chante The Greatest Love of All. On regarde. Alors, très belle voix. C'est une diva qui est partie comme ça dans des conditions très tragiques. Hein, elle est partie très jeune. Est-ce qu'elle n'a pas su gérer sa carrière? Est-ce que c'est important pour un artiste de savoir gérer sa carrière, notamment lorsqu'il est vraiment au top? Je pense qu'elle a perdu sa carrière par amour, puisqu'elle a tout... C'était son mari, Bobby Brown, qui gérait sa carrière, et puis il y avait plein de scandales, hein, tout le temps, il a tabassé, etc. Et je pense que
Comme elle était amoureuse de lui, elle n'arrivait pas à s'en détacher. Elle avait une fille avec lui. Ouais. Et je pense que c'est sa vie privée qui a détruit sa carrière professionnelle. Ouais. À mon avis, vu les tabloïds, hein, parce que bon, Oui. à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, mais on avait Ouais. des magazines, et moi, je suis un garçon qui lit beaucoup. Qui lit beaucoup, très bien. Alors, pour revenir au rail, le regard que porte Cheb Tarek sur le rail d'aujourd'hui? Je pense que c'est un regard que, je vais dire, tout haut, ce que tout le monde pense tout bas. Je pense que la situation n'est pas bonne. La situation n'est pas bonne à tous les niveaux, niveau parole, niveau mélodie, niveau... Il n'y a pas de relais? Niveau d'enregistrement, parce qu'on voit que les enregistrements se font en live aujourd'hui, hein, donc tu joues en live, c'est bien, mais c'est pas pour les albums, ça. Quand on fait un live, on fait un vrai live avec plusieurs musiciens, avec une vraie table sonore pour avoir le bon son. Moi, je pense qu'on a... Puisque en les années 80 et les années 90, on enregistrait dans des vrais studios professionnels. Aujourd'hui, on n'est plus dans des studios professionnels. Donc je pense qu'il y a une dégradation. Je pense qu'on est revenu en arrière un petit peu, non? Quel conseil tu peux... Le constat est très visible. Sauf oui, on ne peut pas tricher, on peut pas tricher, c'est vrai. Est-ce que tu peux écouter le rail d'aujourd'hui chez toi à la maison? Non. Bah, tu m'as répondu. Et tu es connu pour ta franchise, hein, de toutes les manières. Alors, si tu avais un conseil à donner comme ça aux jeunes qui veulent se lancer dans le rail. Et pourtant, tu m'avais dit qu'il y avait des jeunes qui écrivaient de très belles paroles. Pour peu qu'on fasse appel à eux. Je bosse avec un jeune qui s'appelle Sid Ahmed Tahari. Je n'arrête pas de lui faire de la promo en ce moment, puisque je passe à la télé, donc je parle de lui. C'est un bonhomme qui est excellent en texte et en composition. Et j'invite tous les jeunes à aller travailler avec lui. De leur âge, de leur air, de leur, tout ce qu'ils veulent. C'est mieux que de chanter sur des frigos, sur des télés, sur des voitures, pour dire que cela. Oui. Alors, on va parler très rapidement de la sortie de ton clip, qui est en 3D. Tu m'avais dit que c'était important pour le rail que l'image suive. Non, important pour la musique algérienne, je pense. D'une manière générale, oui. Pour la musique algérienne, à part les clips qui ont été faits en France par des maisons de disques, je pense que l'Algérie n'a... ما عندهاش la culture ما عندهاش في البلاكار تاعها des productions algériennes de clips. Par rapport au clip, Donc nous on fait ça pour un clip en 3D, c'est une première en Algérie, une première en Afrique, une première en arabe, 4e mondiale. Enfin, normalement c'est une bonne chose pour l'Algérie, quoi, pour l'image algérienne, qu'on ait des clips en 3D, qu'on ait des beaux clips, qu'on ait ceci, cela. les voisins عندهم منا عندهم المصريين عندهم روطانا يخلعوك بلي كليب وحنا نديرو كليب عن شجره سي با نورمال فهمني en plus il y a les moyens on a tout ce qu'il faut pourquoi حنا on n'évolue pas au niveau culturel et à tous les niveaux d'ailleurs, il n'y a pas que dans le niveau culturel. Il faut progresser continuellement. Le monde ne s'arrête pas en 2018. Enfin, nous, il s'est arrêté en 2000, non. Tout à fait. On n'a pas de clip. Quand tu as la vidéothèque, tu as un clip ou une émission de clip, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On n'en a pas. Quand tu as une chaîne de télévision, par exemple, comme ailleurs, où tu passes que des clips, tu seras obligé d'aller chercher des clips occidentaux, orientaux, pour donner une bonne image de ta télévision, parce que nous, on essaie de nous mettre les bâtons dans les roues. C'est dommage. J'espère que tu donneras l'exemple à ceux qui vont venir après. Donc on va revenir très rapidement à la sortie de l'album de Cheb Tarek. Décembre et février de celui des reprises françaises. Là tu parles du single. Décembre. Non, le single, le single, je vais mettre juste le clip, mais j'ai un album, je travaille avec Sid Ahmed Tahari chez Boussif Studio Master à Oran. C'est un studio mythique de rail. Et je sors cet album-là en décembre pour le pays. Et juste après... Et en France et mondialement, ça sera en février, Inch'Allah. Très bien. Alors, le dernier mot de Cheb Tarek. Mon dernier mot, merci beaucoup. Je suis très content déjà d'être ici, dans mon pays. Tu es chez toi. Faire une promo. Je suis très content de l'accueil de la presse qui me réserve. Et Inch'Allah, on essaiera d'être à la hauteur de la culture algérienne. Et merci beaucoup et j'embrasse tout le monde, j'embrasse tous les auditeurs, tous les téléspectateurs qui nous regardent et puis je promets toujours de faire un truc à la hauteur de leurs attentes, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup Tarek d'être venu, malgré ta grippe. Tu as fait l'effort et ça s'est très bien passé. Je t'en remercie encore une fois. Merci à toute l'équipe du Studio 1, merci à Cristalux Mobilia pour leur décor et puis merci surtout à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, je vous dis portez-vous bien. Salam.
مازالني نحبك مازالني معاك قلبي مع قلبك محال ننساك مازالني نحبك مازالني معاك قلبي مع قلبك محال ننساك يمشي مهمول سبتيه بزينك صافي مكمول قلبي في طريقك يمشي مهمول سبتيه بزينك صافي مكمول وعلاش خليتي بالي مظلام رحتي ونسيتي كلامك بكلام وعلاش خليتي بالي مظلام رحتي ونسيتي كلامك بكلام دروك هديتي بنيان الخيام دروك هديتي بنيان الخيام